À la une de l'actualité de ce samedi, séance plénière à l'Assemblée législative de transition. 3 ministres étaient au parloir. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a fait le point de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du lycée Philippe Zenda Kaboré. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, lui, a été interpellé sur la situation des années académiques dans les universités publiques du Burkina. Dans ce 13h, nous serons à Manga, dans le centre-sud, avec le ministre en charge de la santé et son staff. Robert Lucien Kargougou était sur le chantier de construction du centre hospitalier régional pour constater l'état d'avancement des travaux dont le taux d'exécution se situe à 91%. Et la 26e édition de la Nuit des Galians a livré son verdict ce vendredi nuit. Le Super Galian a été remporté par Souleymane Sanou de la télévision nationale du Burkina avec une moyenne de 17,15 sur 20. Il a postulé dans la catégorie création en publicité et télévision. On fera le point également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce 13h. Direction l'Assemblée législative de transition où 3 ministres étaient face à la représentation nationale. La première préoccupation était en lien avec la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Sur cette question, le ministre en charge de l'Éducation nationale a fait le point de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du lycée et annoncé sa réouverture pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, lui, a été interpellé sur le retard et les chevauchements des années académiques dans les universités publiques du Burkina. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Prévu pour être transformé en un lycée scientifique d'excellence à sa réouverture, le lycée Philippe Zenda Kaboré sera finalement transformé en un lycée classique moderne. Il a été fermé en mai 2021 sur décision du gouvernement. Il était prévu sa réhabilitation et sa transformation en un lycée scientifique d'excellence, y compris des filières de classes préparatoires aux grandes écoles, avec un coût estimatif d'environ 21 milliards de francs CFA. L'état d'avancement des travaux de réhabilitation expliqué à l'hémicycle par Joseph-André Ouedraogo, le chef du département en charge de l'éducation nationale. Au regard des conclusions du rapport du comité de réflexion sur la réouverture de l'établissement, il a été recommandé de réadapter les études architecturales pour sa réhabilitation et sa transformation en un lycée classique, moderne, en soustrayant certaines infrastructures prévues initialement. Cette réadaptation, d'un coût de 8 milliards 800 547 000 francs, prévoit une exécution des travaux en 2 phases, en raison des contraintes budgétaires. Pour la première phase, 4 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés, dont la fin des travaux est prévue en décembre 2023 et la deuxième débute en janvier 2024. La réouverture de cet établissement pourrait intervenir à la rentrée scolaire 2024-2025 selon le ministre en charge de l'Éducation nationale. L'autre volet de cette séance plénière, c'est la situation globale des retards et les efforts de résorption dans les universités publiques burkinabais. Professeur Adjima Tchombiano, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, décline les mesures mises en œuvre et la responsabilité des chefs d'institution pour la normalisation des années académiques. Entre autres mesures, c'est vrai, souvent il y a des mesures qui sont fâcheuses, mais il faut les prendre aussi courageusement et en comptant sur votre accompagnement. Nous avons expérimenté une des mesures qui n'est pas celle qui est du tout préférée par les étudiants, c'est la question du décrochage. En 2020, lorsque nous étions présidents de l'université Thomas Sankara, nous avons décroché les bacheliers de 2020 de la filière SEG. Je puis vous assurer que ces étudiants-là, en 2023, là, si tout va bien, chacun aura sa licence, en tout cas pour ceux qui ont travaillé. Mais pour le faire, il faut s'apprêter à affronter tous les défis. Le décrochage engendre des doubles flux. Puisque ceux qui étaient là,
qui sont en retard, la stratégie, c'est de les accompagner au fur et à mesure pour qu'ils sortent. Mais qu'on casse le rythme en prenant ceux qui arrivent nouvellement pour qu'ils commencent immédiatement. Donc, chacune des deux cohortes se trouve au même niveau. Il faut être capable, financièrement, Monsieur le Président, de faire face à ces deux cohortes. Professeur Adjima Tchombiano a, face aux députés, montré les conséquences des retards académiques sur les étudiants, sur la crédibilité de l'enseignement supérieur burkinabé et sur le plan social. Le premier responsable de l'enseignement supérieur a de même à cette tribune affiché la dette constituée en novembre 2022 de l'université Joseph Kizerbo qui s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA dont le montant restant à payer s'élève à plus de 174 millions de francs CFA. Toujours à l'Assemblée législative de transition, la gestion des pompes funèbres et les cimetières au Burkina a également été au cœur de la plénière. La question a été adressée au ministre en charge de l'administration territoriale qui a clairement affirmé qu'il n'existe pas pour le moment une politique nationale de gestion des cimetières. Cependant, des réflexions seraient en cours pour l'élaboration d'un document d'orientation. Suivant à ce propos les explications du colonel Boukari Zungrana. Le deuxième point, c'est la question de l'existence même d'une politique nationale. Là, c'est clair, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas une politique nationale de gestion des cimetières. S'agissant de la question de la création des cimetières tenant compte de la démographie, là également, comme vous l'avez dit, il est prévu dans le cadre de l'université Grand Ouaga le développement d'un certain nombre de projets d'aménagement dans ce sens-là. Mais nous pouvons dire qu'actuellement, on dénombre 171 cimetières, dont certains ont quand même une vocation métropolitaine. Il est vrai que tous ces domaines, si de suscité, relèvent de la compétence des collectivités territoriales, mais l'importance de la matière nécessite une large concertation de tous les acteurs afin de définir une nouvelle vision de la gestion des pompes funèbres et des cimetières. Vous êtes d'accord avec moi que l'élément principal, pour ne pas dire que l'élément essentiel, est culturel. Il n'y a que les populations ne sont pas habituées à ce que tout ce qui entoure cette matière, quand on parle de mort, les gens ont des stéréotypes là-dessus, ils ont des idées et ils estiment qu'on ne peut pas aller au-delà de ces idées. Et comme vous avez pu le constater en matière de ressources humaines, c'est difficile d'en avoir. Donc du coup, même pour orienter les ressources financières vers ces endroits qui vont nous accueillir tous, c'est un peu difficile pour les collectivités territoriales d'en décider. Direction à présent Manga dans le centre-sud où le ministre en charge de la santé est allé visiter le chantier de construction du centre hospitalier régional de Manga. Il est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux dont le taux d'exécution se situe à 91%. Sur place, Robert Lucien Kargougou a encouragé les différentes entreprises chargées de l'exécution des travaux. Il les a exhortés à accélérer le rythme du travail afin de livrer le bâtiment d'ici la fin de l'année 2023. Mamidriana Kamabou. Lancé le 1er décembre 2019, les travaux de construction du centre hospitalier régional de Manga ne sont pas encore achevés. Et ce vendredi 2 juin, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est venu constater de visu l'évolution des travaux sur le chantier. Après une visite guidée du site, Jean-Claude Kargougou constate que certains bâtiments sont achevés et d'autres par contre sont en cours d'exécution. Bien que le chantier n'est pas entièrement achevé, le ministre se réjouit de l'état d'avancement des travaux dont il estime le taux d'exécution à 91%. Jean-Claude Kargougou a par ailleurs invité les entreprises à accélérer le rythme du travail afin de livrer aux populations de la région du centre-sud une infrastructure de qualité d'ici à la fin d'année 2023. Les choses avancent, mais devraient s'accélérer encore une fois
pour que d'ici la fin de l'année, les travaux soient définitivement achevés et que courant les premiers mois de l'année 2024, nous puissions prendre en charge les premiers patients au niveau de cet hôpital. Donc oui, ça avance, mais nous donnons encore beaucoup d'instructions, de recommandations pour que les travaux s'accélèrent. Ce chantier a été lancé pour un délai d'exécution de 18 mois, mais force est de constater qu'il a connu un grand retard. Selon la coordinatrice du projet, Diane Caboré, plusieurs raisons expliquent ce retard. Pour elle, il s'agit d'une faiblesse de la capacité financière, le retard dans le paiement des décomptes. La question du manque d'équipement a été aussi relevée. Toutefois, la coordinatrice du projet a souligné que toutes les parties prenantes prendront les dispositions pour accélérer les travaux et livrer l'infrastructure dans les délais. Ce que M. le ministre de la Santé a dit est techniquement faisable pour peu que les goulots que nous avons relevés ici, là, les 3 gros points là, c'est-à-dire le paiement. Il faut qu'on rattrape le paiement des décomptes, il faut que les entreprises puissent s'organiser à l'intérieur pour mieux gérer ces entrées de fonds. Il faut aussi que sur le plan technique, organisationnel, que les entreprises optimisent leur façon de s'organiser. Je pense que si ça s'est mis en œuvre, il n'y a pas de raison qui puisse faire que nous ne puissions pas tenir dans le délai. Et nous restons absolument dans le planning que c'est sûr qu'en début, au plus tard, début 2024, les lits accueilleront les premiers malades au niveau du CHR de Manga. Cette infrastructure est construite sur une superficie de 50 hectares. Elle comporte 35 bâtiments organisés en 3 sections, à savoir le plateau médical qui prend en compte bloc opératoire, imagerie, laboratoire, banque de sang. Le plateau médical lui prend en compte l'urgence médicale et chirurgicale, médecine générale, maternité, pédiatrie et la section hospitalisation avec une capacité d'environ 300 lits. Retour à Ouagadougou où le jeune concepteur du véhicule USM, entendé par la Uriel Michel Sizonga, a reçu la visite du ministre en charge du développement industriel. Serge Poda est allé encourager le jeune concepteur pour ses exploits. Il a également profité de l'occasion pour inviter la jeunesse à s'investir dans les domaines innovants. Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est un véhicule de marque USM N 2023, les initiales du nom du concepteur Uriel Sizonga Michel. À bord, l'inventeur et le ministre en charge du développement industriel pour un test du confort. C'est un véhicule équipé de moteurs électriques, d'un climatiseur et un accumulateur de charge, des panneaux solaires qui permettent de conserver l'autonomie des batteries. Il est muni de capteurs de mouvement et de charge, un régulateur et un compteur. Il peut faire une distance de 30 à 35 km en fonction du poids de charge. La différence avec les autres, elle ne consomme ni du carburant et ne dégage ni de la fumée pouvant contribuer à la dégradation de la couche d'ozone. Passionné de l'électricité et de la mécanique auto, la passion de Uriel Sizonga Michel s'est mûrie pour parvenir à la conception de ce véhicule. Cette créativité, j'avais l'idée depuis mon bas âge. Puisque j'ai vu un avion dans les airs, donc j'ai aimé. Donc j'ai mis dans ma tête qu'un jour, moi aussi, je vais en fabriquer un. Et les véhicules aussi. Cette voiture marche à base de l'énergie solaire. Et les autres véhicules, comme les véhicules thermiques, il nous faut de l'essence. Alors que ce véhicule même, ça ne dégage pas de fumée. Ce véhicule est un deuxième du genre après celui conçu il y a quelques années. La créativité et la prouesse de cet élève du lycée technique Sangoulé Lamizana de Ouagadougou est révérée par le ministre en charge du développement industriel. Une fierté nationale pour Serge Poda qui invite la jeunesse burkinabé à l'adoption de la culture de l'invention et de la libération du génie créateur. Nous avons échangé déjà avec lui. L'un de ses souhaits, c'est davantage de renforcer ses connaissances, sa formation en automatisme. Il a souhaité pouvoir disposer de tous les soutiens pour pouvoir aller parfaire, en tout cas ses connaissances en la matière, ses études en la matière, sa formation. N'oubliez pas que c'est un élève qui est au niveau du lycée, l'ancien LTO, lycée technique de Ouagadougou, et qui continue toujours son cursus scolaire. Et nous avons promis de prendre langue avec notre collègue en charge donc, des enseignements secondaires et celui de la recherche aussi,
afin de voir dans quelle mesure un appui pourrait être fait dans ce sens, dans la mesure du possible. Ému par la visite du ministre en charge du développement industriel, André Sizunga, le père du concepteur du véhicule, fonde l'espoir que le projet de Iriel Sizunga connaîtra un succès. Et je suis tellement ravi de joie parce que en voyant le ministre même sur moi, je suis tellement dépassé, je suis tellement content. Et je n'attendais pas, vu le travail de l'enfant là, je ne savais pas que ça allait amener des grandes personnes sur moi comme ça. Vu ce qu'ils ont déjà parlé, que monsieur le premier ministre même, qu'il a parlé, qu'il a transféré ces images-là, moi je sais qu'ils ont réellement à cœur de soutenir les jeunes du Burkina. Cette transition-là, ils veulent que le Burkina change comme au temps de Sankara. Une invite est faite par Serge Poda à l'endroit de la jeunesse burkinabé à croire en elle et à l'invention endogène pour permettre au pays de disposer des produits made in Burkina Faso, utilisés par des Burkinabés et qui puissent être exportés. Cette visite intervient au moment où les candidats aux examens du BEPC et BEP vont à la conquête de leur diplôme. Une occasion saisie par le ministre pour traduire ces messages d'encouragement aux différents candidats. Palmarès de la 26e édition de la Nuit des Galians, le Super Galian a été remporté par Souleymane Sanou de la RTB Télé. Le cadreur a postulé dans la catégorie création et publicité en télévision et a obtenu une moyenne de 17,15 sur 20. Plusieurs autres prix officiels ont été décernés en radio, presse en ligne, presse écrite et en télévision. 14 prix spéciaux ont également été décernés avec 3 Galians d'honneur. Retour sur la cérémonie de la 26e Nuit des Galians avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Il aura réussi à mettre les membres du jury d'accord sur la qualité de ces images dans la catégorie création et publicité en télévision avec une moyenne de 17,15 sur 20. Souleymane Sanou de la RTB Télé est sacré Super Galian de la 26e édition de la Nuit des Galians. Il remporte ainsi un chèque de 3 millions de francs CFA, une attestation de mérite, une villa de type F3 et le trophée le plus convoité de cette cérémonie de récompense des hommes et femmes des médias. Un prix que le cadre de la télévision nationale dédie à ses collègues de service. Vraiment, bon, c'est une surprise aussi. Avant tout propos, nous rendons grâce à Dieu. D'abord, je remercie ma famille, je remercie les collègues de service, surtout les dévanciers, je remercie l'équipe de production, je remercie le jury. Et franchement, je suis très ému ce soir. Et franchement, je ne m'attendais pas à un Super Galian. Je pense que c'est une invite aussi à faire mieux davantage. J'ai eu le Super Galian, je ne suis pas le meilleur. Peut-être que c'est parcours de chance. Peut-être que c'est une question de, comme je l'ai dit, c'est une question de chance aussi, je ne sais pas. Je suis très ému. Plusieurs autres prix officiels ont été décernés dans différentes catégories, notamment en radio, presse en ligne, presse écrite et en télévision. Par ailleurs, 14 prix spéciaux ont également été décernés à cette 26e édition de la Nuit des Galians qui a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement. Occasion pour le ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouédraogo de saluer les mérites des lauréats et d'inviter les journalistes à demeurer professionnels dans ce contexte de crise sécuritaire. Face à la diffusion tous azimuts d'informations qui inondent notre quotidien, il n'est nul besoin de rappeler aux journalistes que le professionnalisme et l'excellence dans la pratique du métier de journaliste font partie des impératifs si nous voulons vaincre l'hydre terroriste. Car nous le savons tous, pour gagner cette guerre, il va falloir aussi gagner la guerre de la communication. Je saisis cette occasion pour assurer tous les confrères et consoeurs que la liberté de presse et la sécurité des journalistes ainsi que les autres libertés font partie des priorités de la transition. 3 personnalités ont été faites Galians d'honneur. Il s'agit de El Hadj Aboubakar Zida, dit Sidnaba, PDG de Savane Media, Ben Idriss Zungrana, dit Big Z, et Zoumana Traoré, ancien DG de l'ISTIC. Le Super Galian de la 25e édition, Philippe Ada, a au cours de la cérémonie officiellement reçu et en différé la clé de sa villa de type F3.
Créé en 1997, les prix Gallian visent à promouvoir les différents corps de métier dans les médias publics et privés, à créer une saine émulation entre les professionnels de l'information et à renforcer le professionnalisme dans les médias. 2023. Face au refus de la société marocaine Feni Brosset d'appliquer les décisions de justice dans l'affaire qui l'oppose à l'entreprise burkinabé Cotradis, la coalition des associations Justice pour les employés décédés et mutilés était une fois de plus devant la presse. Objectif, interpeller la société fautive à réparer son tort des préjudices occasionnés par la mauvaise qualité des engins livrés par l'entreprise. Plus de détails avec Fatimata Ninkiema. Dans le cadre de ses activités pour faire face à la demande, l'entreprise Cotradis aurait commandé 20 camions de type tracteur de la marque Iveco à Feni Brosset, une entreprise marocaine. Marché conclu, Cotradis fut livré et pendant 7 mois, les camions étaient en service jusqu'à ce que débutent les défaillances qui ont entraîné des accidents qui ont fait des victimes. La société notifie donc à son fournisseur le constat sans obtention de réponse. Elle décide alors de faire une expertise sur la qualité des engins qui s'est soldée par un diagnostic peu reluisant, explique Raphaël Nyoli. La capacité de tous les engins était inférieure aux caractéristiques énoncées dans la commande de Cotradis. Face au refus du fournisseur Feni Brosset de reconnaître la mauvaise qualité des engins livrés et de réparer son tort à l'amiable, Cotradis porte l'affaire devant les juridictions compétentes, c'est-à-dire au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, qui ont tranché en faveur de Cotradis, d'abord en premier ressort, deuxièmement en appel et ensuite en cassation. Malgré ces différentes décisions de justice, la société marocaine Feni Brosset refuse d'obtempérer. Elle refuse toute réparation et remboursement du préjudice causé à la société Cotradis et ses employés. Selon le coordonnateur de la coalition Raphaël Nyoli, cette entreprise marocaine doit à Cotradis 1,70 milliard de francs CFA. Nous entendons par ce point de presse lancer un appel à la société Feni Brosset à son sens de l'humanisme et à la responsabilité de réparer son tort. Car il y a une victime mortelle, M. Barthélemy Tondé perd son âme. Il y a une autre victime aussi, du nom de Adama Ouattara, amputé au bras gauche. Et une troisième victime, du nom de Armel Bationo, il est handicapé physique, suite à l'accident routier. Il est grand temps de réparer ce tort face à ce mépris vis-à-vis de la famille et des victimes. La coalition lance donc un appel à l'endroit des autorités burkinabées afin qu'elles se saisissent de cette affaire pour que justice soit faite. À en croire Raphaël Nyoli, la résolution de cette crise va permettre à l'entreprise Cotradis de survivre et de redonner le sourire à plus de 300 employés. Nous sommes persuadés que si le gouvernement s'implique fortement dans la résolution de ce litige, ce serait un pas de plus pour marquer notre souveraineté et également pour rendre justice à toutes ces entreprises nationales qui, pendant longtemps, ont vu leurs droits bafoués par les multinationales dans leur propre pays. Si rien n'est fait, Raphaël Nyoli et ses collègues comptent organiser un sitting le 8 juin prochain devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso pour réclamer réparation. D'après les conférenciers du jour, Feni Brosset bénéficie du soutien des autorités et de la justice marocaine. À l'initiative du Sénasa et de l'association Sud Emblème, Ouagadougou accueillera les 9 et 10 juin prochains la toute première édition des Journées des Alliances communautaires. Les grands axes de l'événement ont été déroulés mardi dernier au cours d'une conférence de presse. Le comité d'organisation annonce que les Peuls et les Bobos seront à l'honneur. Et en choisissant ces communautés, les organisateurs entendent travailler à les amener à beaucoup plus de tolérance. Diassibo Woba et Cheikh Omar Ouedrago. Le comité d'organisation des Journées des Alliances communautaires annonce les couleurs de la toute première édition des Journées des Alliances communautaires. Du 9 au 10 juin, la diversité culturelle du Burkina Faso sera donc à l'honneur à l'espace Ayere Amadou Balaké du Sénasa. Pour cette première édition, les communautés Peul et Bobo vont mettre en lumière leurs différentes cultures. Selon Damien Pierre Bamouné, directeur de la communication du Sénasa, représentant son directeur général, les JAC ont pour but de lutter contre les fractures sociales dans un pays confronté à la lutte contre le terrorisme. Des attaques d'ordre communautaire et religieuses ont sonné la fragilité du vivre ensemble. À cet égard,
le devoir pour tous les Burkinabés de contribuer à tous les niveaux à recoudre les fractures de cette passe difficile pour tout le pays. C'est donc conscient de cette nécessité que le Sénasa et l'association Sud Emblème ont décidé de se mettre ensemble pour mettre en œuvre ce projet culturel qui n'est autre qu'un événement culturel et social bâti autour de la promotion de la parenté à plaisanterie, une des valeurs et outils d'apaisement et de construction de la cohésion sociale. Les journées des alliances communautaires se tiendront autour de la parenté à plaisanterie. Durant ces 48 heures, c'est aussi des activités d'exposition des produits des différentes communautés, une rencontre de défis et un concours de danse. À ce jeu s'opposeront toujours les bobos et les pulls. Les yeux bandés, chaque concurrent essaiera de s'arracher le jackpot. Le jeu de la sape et de l'élégance. À ce jeu, les peuls et les bobos essaieront de se défier en sape et en élégance. Pour terminer, le point qui fait mention d'apothéose, le point culminant à son summum donc de l'activité, il y aura le grand face-à-face artistique Peul-Bobo. Le grand face-à-face artistique Peul-Bobo sera la principale attraction des Jacques Peul-Bobo et sera l'activité de clôture de l'événement. Notons que cette première édition se tient sous le thème « Renforcer les alliances culturelles pour une dynamique de cohésion ». Elle entend également collecter des fonds et du matériel pour soutenir les personnes déplacées internes. Le mouvement Africa Revolution félicite le gouvernement de la transition pour la réponse apportée aux propos du président nigérien Mohamed Bazoum qui, dans une interview, affirmait que les terroristes seraient plus forts que nos armées. Face à la presse, le mouvement a aussi réaffirmé son soutien aux autorités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les conférenciers sont aussi revenus sur l'arrestation le 13 mai dernier de leur camarade Mohamed Sino, Diassibo Oba et Wenlasida Kabori. Le mouvement Africa Révolution MAR était face à la presse ce 1er juin. Une conférence de presse qui a servi de tribune pour dénoncer les propos du président du Niger Mohamed Bazoum sur un média étranger sur la stratégie de lutte antiterroriste. Occasion pour le mouvement de saluer la réaction du gouvernement burkinabé suite à ces propos, à en croire le secrétaire général adjoint Momoni Boli. Ce qui nous a plu dans tout cela, c'est la réaction responsable de nos autorités. Je pense que le comportement des autorités burkinabées sont vraiment à la hauteur et nous avons apprécié. Voilà, ce n'est pas, ils ne l'ont pas accompagné dans ses propos guerriers et mensongers. On lui a seulement rappelé que vraiment ce n'est pas responsable de sa part. Et c'est le point de vue aussi du mouvement Africa Révolution. C'est un président vraiment, en d'autres temps, sous d'autres cieux, il devrait être démis de ses fonctions. Voilà, parce qu'il met même sa propre population en péril, en plus des populations voisines que sont les populations du Burkina Faso et du Mali. La question de l'interpellation de leur camarade Mohamed Sino dans l'affaire dite des audios n'a pas été occultée lors de cette rencontre. Le mouvement estime qu'il y a eu une incompréhension lors de la publication de ces audios et vidéos. Selon Momoni Boli, le procureur aurait mal interprété les dires de leurs camarades. Monsieur le procureur dit entre autres dans son communiqué que M. Siméon Mohamed est poursuivi pour ses récentes audios qui allèguent que la gendarmerie nationale ne s'investit pas à 100% dans la lutte contre le terrorisme. Or, dans la vidéo en cause, transformée aussi en audio, M. Mohamed Siméa dit seulement que la gendarmerie nationale n'est pas à 100% dans la lutte. Il apparaît par conséquent très étonnant que M. le procureur du Faso impute à M. Mohamed Siméa des propos qu'il a tenus notamment en parlant de terrorisme. Le mouvement Africa Révolution se dit apte à accompagner toutes les institutions du pays à mener à bien leur mission, faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Hors de chez nous, en Centrafrique, pour clore ce journal, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra annonce une nouvelle constitution. Cela lui permettrait de briguer un 3e mandat, ce qui lui interdit l'actuelle loi fondamentale. La date du référendum a été fixée au 30 juillet prochain.
Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a proposé en début de semaine un référendum le 30 juillet prochain pour l'instauration d'une nouvelle constitution. Un choix politique critiqué dans son pays et au-delà de ses frontières. Élu en 2016 puis réélu en 2020 en pleine crise sécuritaire, son dernier mandat selon l'actuelle constitution s'achève en 2025. La constitution de ce pays est bien claire. Le président Touadéra a fait ses quinquennats, premier quinquennat, avec la même constitution qu'il a brigué le mandat. Il a fait ses preuves, il est arrivé à ses limites à la fin de son mandat. Normalement, il devait laisser la constitution du pays comme ça et laisser la place à quelqu'un d'autre pour venir continuer la gestion du pays à sa place. Je ne vois pas l'importance d'aller changer et modifier la constitution de ce pays. Pour cet autre centrafricain, le président Touadéra veut à coup sûr se tailler une constitution à sa mesure et pourtant, confie-t-il, la loi fondamentale doit avoir un caractère impersonnel. Par définition, la constitution, comme toutes les normes du droit positif, ont un caractère général et impersonnel. On ne rédige pas ou bien on ne vote pas une constitution par rapport à un individu. La constitution a un caractère général et impersonnel. Ce n'est pas voté pour le président Touadéra. Mais maintenant, s'il décide de se présenter aux élections, ça c'est une affaire personnelle. En septembre 2022, la Cour constitutionnelle avait annulé un décret mettant en place un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.